Je vais vous parler du judaïsme, du peuple juif, et de l'antisémitisme et de l'antijudaïsme. Qu'est-ce qui alimente l'antijudaïsme? Et qu'est-ce que l'antijudaïsme? Et qu'est-ce que l'antisémitisme? Je dirais fondamentalement que ce qui énerve, ce qui crée une animosité à l'égard du peuple hébreu et de ses ambitions et de ses revendications, qui finalement consiste à dire qu'ils sont ce qu'ils sont, et que leur histoire leur confère une place dans le monde, c'est justement le principe du changement. Je dirais plus exactement le principe féminin du changement. Le principe féminin du changement, c'est l'idée selon laquelle les temps changent, que les divisions spatiales, les entités religieuses, ethniques ou autres, sont des éléments secondaires qui doivent être assimilés et intégrés dans le creuset national, le lien national. Le nationalisme est le principal ennemi du judaïsme. Le nationalisme est d'une certaine façon le vecteur par excellence de l'esprit féminin. Je m'explique. L'esprit féminin est lié au temps. Comme l'explique très bien Miranda Gray dans La femme optimale, ouvrage sur lequel je suis revenu plusieurs reprises, le temps. La femme a le génie du temps. C'est-à-dire qu'elle a la religion du temps, la religion de la cyclicité, de la roue qui tourne, et qui fait que les divisions spatiales ne sont que des épiphénomènes, que le temps va broyer, en quelque sorte. Le temps, chronos, va broyer toutes les frontières, toutes les entités, dès lors qu'elles ne sont pas utiles à la nation. L'anticommunautarisme est pour moi une expression assez évidente de l'antijudaïsme. Je pense que pour les chrétiens et pour les néo-chrétiens, comme la secte Moon par exemple, l'église de l'unification, qui elle considère que le second avènement va compléter ce qui a été avorté avec le Jésus. Pour tous ces gens-là, la roue tourne. Et il n'est pas question de respecter ce qui a été établi il y a des millénaires et ce qui fixe une certaine population à un certain poste, dans un certain rôle, dans une certaine mission. L'esprit féminin pense plutôt que dans la globalité, dans le mondialisme. En tout cas, pour lui, l'humanité est une. Elle est une, et en même temps, ce n'est pas incompatible avec le nationalisme, parce que chaque être humain est capable, et je reprends les propos d'une Marion Maréchal Le Pen récemment, ou d'une Marine Le Pen, à la tête du Front National, est capable de s'assimiler, de s'intégrer, et de devenir français, ou devenir je ne sais pas quoi d'autre.
Et c'est ça la vérité du moment. Il faut être dans le moment. On arrive en France, il faut devenir français. On arrive en Allemagne, il faut devenir allemand. Le passé importe peu, tout est relativisé. Il faut s'adapter, il faut être flexible. D'où l'incompréhension concernant l'immigration, d'où l'incompréhension concernant le judaïsme. C'est-à-dire des résistances comme ça, des mauvaises volontés d'entrer dans le creuset, dans le melting pot. Tout comme la mauvaise volonté de faire tel et tel travail qui est proposé. Même si on explique que les Français ne font pas les mêmes travaux nécessairement que les étrangers, que les immigrés. Comme le propose d'ailleurs Manuel Valls, qui reconnaît que les travaux qui sont faits par les uns ne sont pas ceux qui sont appropriés pour les autres. Et là aussi, c'est un clivage que ne supporte pas l'esprit féminin. Alors, je pense qu'au contraire, l'esprit masculin, lui, est tout à fait disposé à reconnaître, comme le fait le pape d'ailleurs, jusqu'à certaines mesures, reconnaître que les juifs ont leur place, ont leur rôle, à travers l'histoire, et que ce rôle n'est pas voué à un quelconque changement de statut. Et que les juifs ne sont pas voués non plus à se disparaître dans le creuset de quelques nations. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'en ce qui me concerne, je pense que la vision communautariste, mais aussi impérialiste, impériale, est importante. Ne discutons pas sur les mots, il y a des gens qui ont des sensibilités particulières à tel et tel mot, mais fondamentalement, la multidiversité, la multiculturalité me paraissent essentielles, d'ailleurs c'est ça qui justifie la laïcité, mais aussi l'État. Le rôle de l'État, c'est de réguler la diversité, pour moi, avant toute autre chose. Chaque communauté devant s'organiser économiquement à sa façon, culturellement à sa façon, géographiquement à sa façon, au sein d'un ensemble plus large. Je dirais pour terminer aussi que, contrairement à ce qu'on imagine, tout empire menace les autres empires. Il n'y a jamais que des guerres d'empire contre empire. Il n'y a pas des guerres d'empire contre une nation. Parce qu'une nation dépend d'un empire, quelque part. On l'a vu avec la France et l'Angleterre, par exemple, qui se sont répartis les dépouilles de l'Empire ottoman, la France obtenant la Syrie et l'Irak, l'Angleterre obtenant la Palestine, je crois que l'Irak c'était... Non, la France obtenant le Liban et la Syrie, l'Angleterre obtenant l'Irak et la partie de la Syrie concernant la Palestine, mais ça faisait partie de la grande Syrie. Donc évidemment, là, il y a des frontières qui se mettent en place et qui ne respectent pas l'unité du monde arabe. Tout comme en Afrique, il y a eu des accords qui ont fait que telle région est tombée dans l'escarcelle de la France et d'autres régions dans l'escarcelle de l'Angleterre, sans respecter les empires précédents, qui ne connaissaient pas ce genre de frontières. J'en ai encore discuté tout à l'heure avec un ami, Anissé Hilaire au Kaba, que j'ai interviewé plusieurs fois, et qui reconnaissait que, de toute façon, il y avait des empires en Afrique. Alors, ce que j'ai voulu dire aussi, récemment, c'est que le printemps arabe, c'était pas un printemps de dénationalisme, mais au contraire,
c'était une remise en question du découpage colonial pour reconstituer quelque part un grand empire arabe. Tout comme dans d'autres régions, comme en Afrique, l'hostilité à l'Empire français aurait dû normalement s'accompagner non pas des nationalismes, mais au contraire d'une large fédération qui aurait reconstitué un certain empire africain. Et mon ami Anissé Hilaire Okaba, avec lequel j'aurai probablement un entretien prochainement, m'expliquait que les leaders africains avaient été piégés par la France et que de toute façon, cette multiplication des États permettait à toutes sortes d'ambitions politiques de s'exprimer, aux dépens d'une unité du monde africain, en tout cas d'une unité d'un certain nombre d'empires. Et pour terminer, je dirais que, bien entendu, le peuple juif, le peuple hébreu, ne peut pas ne pas s'inscrire au sein d'empires. J'ai dit d'ailleurs récemment que même Salomon était à la tête d'un empire, et que le royaume de Juda avait colonisé en quelque sorte le royaume d'Israël. Ce qui se voit très bien dans le livre des Chroniques, à la mort de Salomon. Et donc, l'État hébreu devrait exister au sein d'un empire. Non pas être l'empire, mais au sein d'un empire, que ce soit l'empire britannique, que ce soit l'empire ottoman, autrefois, mais il doit exister au sein d'un ensemble divers. L'État hébreu ne peut pas exister au sein d'une nation homogène. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que la présence des Juifs au sein de l'Allemagne ne fait pas sens, parce que l'Allemagne était trop homogène quelque part. Elle n'avait pas vocation à accueillir les Juifs quelque part, malgré tout. Paradoxalement, si Hitler avait eu une dimension impériale plus forte, la guerre de 39-45, aurait dû faciliter l'intégration des Juifs au sein d'un ensemble beaucoup plus vaste. Et au sein de cet ensemble, les Juifs auraient même peut-être pu obtenir leur propre État. Et oui, pourquoi pas. Tout comme au sein de l'ensemble russe, on leur a proposé le Birobidjan. Les Juifs avaient besoin, la grande erreur historique du XXe siècle, c'est qu'au moment où les Juifs avaient besoin d'un empire, on était dans la crise des empires. Et par conséquent, l'Empire ottoman allait disparaître. S'il n'avait pas disparu, il est possible que l'État hébreu aurait pu exister dans des conditions bien meilleures, sous la tutelle ottomane. S'il n'avait pas disparu, si les empires, d'autres empires n'avaient pas disparu, la solution du problème juif aurait pu se produire autrement. Et ce n'est pas par hasard du tout que la Shoah aurait été conduite par l'Allemagne. L'Allemagne qui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, avait perdu son empire colonial. Et donc, par conséquent, s'était repliée sur elle-même. Et donc, avait renoncé à la diversité. Et donc, par conséquent, ne pouvant pas assumer une identité impériale, elle a basculé dans une identité nationale, aux dépens du peuple hébreu.